et bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié à l'éco-conception des textiles et des chaussures. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques de conception en vue du recyclage. Petit rappel avant de commencer, le replay de cette session sera disponible sur la plateforme EcoDesign ainsi que la documentation et ils vous seront également envoyés par email. Vous pouvez interagir dans le chat et poser toutes vos questions dans l'onglet Q et R. Un temps sera spécifiquement dédié à la fin de la session pour répondre à vos questions. For English speakers, the replay will be available on YouTube with English subtitles. Petit rappel également des règles applicables à la tenue du webinaire. Nous ne partagerons que des informations non confidentielles et nous vous invitons à en faire de même dans le chat dans le but de respecter le droit à la concurrence. Merci d'avance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'abord de ReFashion. Nous allons vous faire un petit rappel de qui est ReFashion. Puis nous vous parlerons des bonnes pratiques de conception en vue du recyclage. Ensuite, nous vous partagerons les témoignages de deux marques, Promode et Salomon. Et enfin, nous terminerons par les questions et réponses. Je suis Lucille Costet, je suis responsable de l'éco-conception chez ReFashion. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Elena Boulevard et Clotilde Monzeau, toutes les deux chefs de projet éco-conception chez ReFashion. Et nous avons le plaisir également d'avoir Justine Laplot, responsable de la relation adhérent, en modération et qui répondra également à vos questions. Et je passe la parole à Elena. Oui, merci merci Lucille, pardon. On va commencer ce webinaire par une question pour un peu se rendre compte de ce que vous portez aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, vous portez un vêtement ou une paire de chaussures qui pourrait être recyclable? Vous avez un sondage qui apparaît, on vous laisse répondre. Je vais vous partager les résultats. Donc, en tout cas, au début du webinaire, vous pensez être quand même une bonne majorité. 74% à penser porter sur vous au moins un vêtement ou des chaussures qui puissent un jour être recyclées. Super. Donc, on va voir à la suite du webinaire si vous le pensez toujours. Donc, d'abord, comme l'a précisé Lucille, on va faire un petit rappel de qui est ReFashion. Donc, ReFashion, c'est l'éco-organisme de la filière TLC pour textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Nous avons été créés en 2008 en réponse à la loi REP, qui est la responsabilité élargie du producteur, également connue sous le nom de principe du pollueur-payeur. Nous sommes une société privée à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics français, et nous sommes 100% financés par vous, c'est-à-dire les marques, les distributeurs, les fabricants, qu'on appelle metteurs en marché, et ce financement porte le nom d'éco-contribution. Plus concrètement, nous sommes en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie de l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché français à destination des particuliers. Et nous avons plusieurs opérations telles que la prévention, la réparation, le réemploi, la collecte, le tri, la réutilisation et pour fermer la boucle, le recyclage. Justement, le recyclage, ça va être le sujet qui va nous animer pendant l'ensemble de ce webinaire. Très précisément, il faut savoir que sur l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché, il y a un tiers qui va être collecté. Ensuite, sur ces un tiers, il y a 188 000 tonnes qui va être triées et régénérées. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans ce tri et cette régénération? Vous avez près de 60% qui sera réutilisé, plus de 30% qui va être recyclé, et le reste, ça va être de la valorisation énergétique et de l'incinération. Donc, comme vous le voyez chez ReFashion, ce qu'on valorise, c'est vraiment les deux premières étapes, à savoir la réutilisation, évidemment, c'est ce qu'on valorise le plus pour la fin de vie des produits, et ensuite le recyclage. Le recyclage, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez creuser, sachez qu'on a organisé l'année dernière un webinaire sur les nouvelles vies des textiles et chaussures qui est disponible en replay sur notre page agenda EcoDesign. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations dans le chat. Donc, je vais vous donner quelques derniers chiffres. C'est sur, je vois qu'il y a une question, c'est sur l'année 2023. Donc, les chiffres en France sur l'année 2023. Il y a 838 000 tonnes de TLC, textile d'habillement, linge de maison et chaussures qui ont été mis en marché. C'est la partie production. Sur cette production-là, on a collecté sur la même année 268 000 tonnes de TLC et de cette collecte, on a régénéré des déchets à hauteur de 188 000 tonnes. Donc là, ce qu'on voit clairement sur ce graphique, c'est que tout ce qu'on retrouve à la régénération des déchets
émane en fait en premier lieu de ce qui vient de la production. Donc, toutes les actions, tous les choix que vous faites lors de l'étape de la production, ça va avoir des conséquences directes sur ce qu'on va retrouver au niveau de la régénération des déchets. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de commencer à avoir une réflexion dès les premières étapes qu'on retrouve dans la production. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un modèle qui est assez linéaire, comme le montre ce schéma-là. Mais l'idée, ça va être d'essayer de changer un petit peu de paradigme et d'aller vers une économie qui est plus circulaire, où la régénération des déchets va être alimentée par, la production va être alimentée par la régénération des déchets. Et maintenant, comment agir? Dès la conception, c'est la question que vous devez vous poser. Alors là, on rentre dans le dur du sujet, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont bloquer le recyclage de vos produits. Donc, dans l'étape de la conception, vous avez des choix qui se présentent à vous et vous avez le pouvoir de choisir telle ou telle possibilité ou composant. Donc, on va voir déjà les composants qui sont externes. Donc, ce sont des éléments qu'on peut retirer du produit à l'aide, par exemple, d'une paire de ciseaux. Il faut savoir que ce sont des éléments qu'on peut retirer et qui n'entravent pas le recyclage des matières derrière, c'est-à-dire que la matière qui reste est nécessaire et suffisante pour participer au recyclage. Donc, ça ne doit pas abîmer le reste de l'étoffe ou de la matière de votre chaussure. Et à l'opposé, on a les composants qui sont internes, donc ça va être tout ce qui est très intimement lié à notre étoffe, à notre matière. On ne va pas du tout pouvoir les retirer de notre produit. Et donc l'ensemble de ces composants, les externes et les internes, c'est ce qu'on va nommer ici les perturbateurs au recyclage, c'est ce qui nous intéresse. Et à savoir que dans les deux cas, on peut avoir des éléments qui sont esthétiques, qui sont fonctionnels et parfois qui sont les deux en même temps. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire plus précisément les catégories, les familles liées à ces perturbateurs. Donc pour les perturbateurs externes, donc ce sont des éléments qui sont séparables. On a d'abord les attaches. C'est une famille qui est assez courante dans la conception de produits. On retrouve les fermetures à glissière, les boutons, les agrafes, les boucles, etc. On a ensuite les transmetteurs d'informations. Donc, ce sont les éléments qui vont apporter une information à la fois à vos consommateurs et à la fin de vie de vos produits, c'est-à-dire idéalement jusqu'au recycleur. Ça peut passer par votre étiquette de marque, votre étiquette de composition ou encore les puces RFID. Ensuite, on a les éléments fonctionnels. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des éléments qui apportent une fonction à votre produit. Par exemple, des bandes réfléchissantes, des œillets, les baleines, le cambrion pour la chaussure, le multicouche, etc. Ensuite, nous avons les éléments esthétiques qui existent sous différentes formes, couleurs, textures, etc. Vous avez des strass, des paillettes, des broderies, des clous, des rivets, des pompons, etc. La liste est très très longue. Et enfin, tout ce qui est composants électriques et électroniques, mais amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez les retirer du produit. C'est pour ça que ce sont des perturbateurs externes, car on peut les retirer sans entraver le reste de matière. On peut retrouver, par exemple, des LED, des dispositifs chauffants, des capteurs intelligents, etc. Et l'ensemble de ces éléments peuvent être encore plus précisés dans nos guides de bonnes pratiques que nous avons sortis en début d'année et qui sont disponibles également dans le chat. Donc là, on est en train vraiment de vous lister tous les types de perturbateurs, les plus courants, on va dire. Liste non exhaustive, évidemment. Mais il faut bien que vous gardiez à l'esprit que là, c'est plutôt des choses qui vont du coup entraver le recyclage, qu'on vous demande du coup plutôt, si c'est possible, de ne pas mettre dans vos produits. Mais si cela nuit à la fonction du produit ou à la durabilité du produit, on va clairement pas vous dire de venir retirer ces composants-là. Laissez-les parce qu'ils ont une réelle utilité, en fait. Donc, ceci étant dit, je passe maintenant à la liste des perturbateurs internes, donc tout ce qu'on ne peut pas retirer du produit, donc ce qui va vraiment être problématique pour le recyclage. Donc, en premier lieu, je vais zoomer très très fort sur mon produit. On va regarder au niveau de la fibre. Donc, tout ce qui est élastane, fil métallisé et fil très fin va être un perturbateur. Ensuite, je prends un petit peu de recul, je vais regarder mon étoffe, ma matière principale, tout ce qui est tricot, tissu, jacquard qui est assez épais. Pareil, tricot, tissu extensible et l'indémaillable. Et enfin, je regarde mon produit dans l'ensemble, mon produit fini. Il y a les éléments décoratifs quand c'est all over, le multimatière à partir de 3 matières différentes. Donc, par exemple, ça va être à partir d'un mélange de 3 fibres. Je donne aussi un petit exemple ici. Si j'ai un mélange coton, polyester, polyamide, là, on a 3 fibres. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être, qui va être un perturbateur.
Et enfin, sur le produit fini, les produits multicolores. Il reste deux catégories de perturbateurs internes ici. Donc, l'ennoblissement, on va retrouver les inductions, les apprêts chimiques et les impressions all-over. Et dernière catégorie, donc c'est presque la même que pour les perturbateurs externes, sauf que là, on a des composants électroniques et électriques qui ne sont pas amovibles. Et on retrouve les mêmes éléments, les LED, les capteurs intelligents, dispositifs chauffants, etc. Et pareil, on a toutes ces informations-là qui sont disponibles dans nos guides des bonnes pratiques de conception en vue du recyclage si vous souhaitez voir une liste un petit peu plus exhaustive. Merci Clotilde. Et là, à nouveau, on va vous solliciter pour un nouveau quiz. Cette fois, c'est pour voir si c'était assez clair pour vous la différence entre perturbateurs externes et internes. Puisque pour rappel, l'avantage des perturbateurs externes, c'est qu'ils peuvent être retirés à l'aide notamment d'une paire de ciseaux, alors que les perturbateurs internes sont intimement liés au produit. Donc, ils sont beaucoup plus complexes à gérer. Donc, si vous devez concentrer vos efforts sur la réduction de certains perturbateurs, nous vous conseillons fortement d'aller vers les perturbateurs internes. C'est pourquoi c'est important que vous puissiez différencier les deux. Alors là, vous allez avoir des photos de différents types de perturbateurs et on va vous demander de choisir si c'est selon vous externe ou interne. Le premier, ça va être une fermeture à glissière sur un pantalon. Selon vous, est-ce un perturbateur externe ou interne? Et donc, on a une grande majorité de personnes qui a voté pour perturbateur externe. Super. Et en effet, vous avez raison, puisqu'on peut le retirer du vêtement. C'est bien un perturbateur externe. Ensuite, une broderie cœur. Donc là, c'est le petit éléphant que vous voyez sur le t-shirt. À votre avis, est-ce externe ou interne? C'est un petit peu plus mitigé, je vois. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. C'est la majorité. Donc, en majorité, vous avez répondu qu'il s'agit d'un perturbateur interne. Ah, alors là, ça veut dire que vous pensez que c'est intimement lié au produit et ça peut se comprendre, sauf que là, c'est un petit élément qui est placé sur votre vêtement, donc il peut être découpé, vous voyez, tout autour. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, comme c'est un seul élément et tout petit, on peut le retirer, c'est un perturbateur externe. Là, vous avez un t-shirt en all-over de sequin. Donc c'est sur l'ensemble du vêtement. Est-ce que c'est externe ou interne? Et je vous partage les résultats. Donc, une majorité quand même qui pense qu'il s'agit d'un perturbateur interne. Et oui, vous avez tout à fait raison. Donc la différence entre ce t-shirt et par exemple la broderie cœur, c'est que là, vous voyez que les sequins ils sont présents sur l'ensemble du produit. Donc là, on considère que c'est vraiment intimement lié. On ne va pas enlever chaque sequin un par un, à l'inverse de la broderie cœur qui peut se retirer facilement de manière individuelle. Donc c'est un perturbateur interne. On passe au linge de maison. Vous avez un bouton par exemple pour fermer les tés d'oreiller ou les housses de couette. Est-ce interne ou externe selon vous? Donc, il y a une belle tendance qui se dessine ici aussi. Je clôture le sondage. Et donc, vous êtes une majorité vraiment très très grande, 99%, qui a voté pour perturbateur externe. Super, donc ça veut dire que le message est bien passé, externe pour rappel, parce qu'on peut retirer facilement et ça n'entrave pas la recyclabilité du reste de la matière. Il reste énormément de matière une fois qu'on enlève le bouton. Ensuite, on passe à la chaussure, les œillets. À votre avis, est-ce que vous vous souvenez si ce sont des perturbateurs externes ou internes? Et pareil, il y aura un petit temps de latence, mais c'est super, continuez à participer. Vous êtes un petit peu, à peu près 160 à avoir répondu, comme pour les autres questions. Je mets fin au sondage. Et donc, une majorité qui pense qu'il s'agit d'un perturbateur externe. Et alors la réponse, si on l'affiche ou sinon... Je vais tant éviter pis. de les partager parce que Très j'ai bien. l'impression que ça Ça ralentit un petit peu. Alors, externe, et vous avez tout à fait raison, puisqu'on peut en effet les retirer et il reste beaucoup de matière de la chaussure. Donc, c'est tout à fait ça. Vous avez raison. On approche de la fin. Ici, nous avons des LED sur la semelle de la chaussure. Ah oui, en effet, c'est plus rapide. Je clôture. Et donc là, vous êtes 63%, je vous donne les chiffres à l'oral, du coup, 63% à penser qu'il s'agit d'un perturbateur interne. Et la majorité a donc raison, puisque comme vous pouvez le voir sur la chaussure, non seulement ce n'est pas amovible, mais en plus, il faut savoir que c'est présent sur l'ensemble de la semelle. Donc, ce serait vraiment très compliqué à retirer et surtout, ça enlèverait beaucoup de matière de la semelle. Donc, pas du tout intéressant au recyclage. Il ne resterait pas grand-chose de la semelle. Donc, c'est bien interne. Et enfin, on termine avec les clous sur la semelle. Donc là, on se concentre sur la partie semelle de la chaussure, même si on voit d'autres clous. Là, c'est surtout, est-ce que les clous sur la semelle sont des perturbateurs externes ou internes?
Et c'est fini. Et donc là, vous êtes 80% à avoir répondu perturbateur externe. Alors, il faut savoir qu'un clou comme ça, oui, ça peut se retirer facilement, mais là, c'est sur l'ensemble de la semelle. Et donc, c'est présent sur tout le produit qui va être potentiellement recyclé. Et donc, en l'occurrence, là, ça ne pourra pas être recyclé puisque c'est trop présent. Ça va bloquer trop de matière une fois que ça pourra être retiré. Donc, c'est ce qu'on appelle un perturbateur interne car c'est sur l'ensemble de la matière. Voilà, donc c'est très bien. On a pu voir que vous avez encore des petites hésitations sur certains points. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de garder avec vous nos guides de bonne pratique, puisque vous avez la liste à la fois des perturbateurs externes et internes. Et donc, ça peut vous aider au quotidien lorsque vous lancez une nouvelle collection pour un peu prendre en compte ces perturbateurs et voir si éventuellement vous avez des alternatives. S'il y a vraiment un slide à retenir de ce webinaire, ça va être celui-là. Donc, vraiment, capture mentale pour vous, c'est le top 6 des pires perturbateurs. Donc, un top, normalement, c'est positif. Là, en l'occurrence, pas vraiment, puisqu'on parle de perturbateurs. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter dans vos produits, ça va être d'abord l'élastane à plus de 5% dans la composition matière. Clotilde, pourquoi déjà c'est problématique? Une grande quantité d'élastane dans un produit, en fait, dans un procédé de recyclage, il faut imaginer la matière qui va se comporter un petit peu comme du chewing-gum. On ne va pas réussir du tout à défibrer notre produit et ça va complètement bloquer le procédé. Ensuite, on a le multimatière supérieur à 2. Donc, à partir de 3 matières dans votre composition, qu'est-ce qui bloque? Oui, on ne peut pas identifier avec une grande précision les produits multimatières. On ne peut donc pas les valoriser suffisamment bien dans le recyclage et c'est très compliqué, donc notamment de faire du recyclage en boucle fermée, de refaire un produit textile avec ce type de matériaux-là. Ensuite, on a les points durs en grand nombre. Donc, les points durs, c'est l'ensemble des pièces métalliques ou en plastique dur qui vont être présents sur vos produits. Pourquoi le fait que ce soit un grand nombre, ça bloque? Non, il y a deux grandes raisons. Déjà, c'est très chronophage de venir retirer tous ces points durs-là. Imaginez une chemise avec 50 boutons, c'est très chronophage de vraiment les retirer un par un. Et en plus de ça, en retirant, je reprends l'exemple de ces boutons-là, vous retirez aussi une partie de l'étoffe qui ne sera donc pas recyclée. Ensuite, on a tout ce qui est après, induction, impression, paillettes, sequins, etc. Mais en all-over, donc comme le t-shirt qu'on a vu dans le quiz. Pourquoi c'est problématique le côté all-over? Donc ça, si vous avez bien retenu, c'est bien des perturbateurs qui sont internes. On ne peut pas les retirer de notre produit. Donc, ils vont rester, ils vont être recyclés avec notre matière qui nous intéresse et générer de la pollution dans la matière recyclée. Et là, les 2 médailles d'or ex aequo, les pires perturbateurs, tout en haut du top. On va retrouver les fils métallisés type fil lurex et les composants électriques et électroniques. Là, vous voyez le logo flamme, attention, danger. Pourquoi, Clotilde, est-ce si dangereux? Pour les composants électriques et électroniques, souvent, c'est des éléments qui vont être alimentés par une batterie ou par une pile. Et ça, c'est des éléments qui sont très sensibles, notamment au choc. Donc, en usine de recyclage, s'ils subissent un petit choc, ça peut créer un départ de feu. Et c'est un petit peu différent pour les fils métallisés. Donc, les équipements, les machines de recyclage sont composées de pas mal de pièces métalliques. Quand elles viennent frotter contre ces fils métallisés, ça peut créer des petites étincelles. Et là, sachant qu'on recycle des matières textiles, c'est une matière qui est hautement inflammable. Dès qu'il y a une petite étincelle, une petite flamme, ça peut vraiment générer un incendie qui peut vite devenir incontrôlable. Et justement, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça peut donner, on vous a mis une petite vidéo dans un centre de tri pour voir un accident avec un élément qui prend feu. Voilà, donc c'est pourquoi ReFashion a mis en place une pénalité financière sur ces 2 éléments et je passe la parole à Lucille qui va vous en donner plus de détails. Merci Elena. Effectivement, je vais faire un petit rappel sur les écomodulations. Les écomodulations, c'est un dispositif financier pour inciter à éco-concevoir et récompenser les produits les plus vertueux, mais aussi pénaliser les plus dangereux ou les plus impactants pour l'environnement.
Ainsi, en 2025, il y a déjà 3 primes, donc 3 bonus. Le premier concerne la durabilité des produits, c'est-à-dire la solidité, la résistance des produits. Le deuxième concerne les labels environnementaux pour les matières et le troisième concerne l'incorporation de matières recyclées. Et la nouveauté pour 2025, c'est l'intégration d'une pénalité sur la recyclabilité des produits. Effectivement, certains produits sont dangereux pour le recyclage. C'est pour cette raison que ReFashion a décidé de mettre en place des pénalités dès les mises en marché 2025. Les pénalités sont sur 2 critères. Le premier, c'est la présence de fibres métalloplastiques, fils métallisés, par exemple le lurex, mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Et le deuxième critère, c'est des produits comprenant des composants électriques ou électroniques. Cependant, sont exclus les composants dont la fonction est d'informer sur la traçabilité et ou la composition de produits n'intégrant ni pile ni batterie, c'est-à-dire par exemple les puces RFID. Enfin, il est important de noter qu'un produit qui serait pénalisé ne pourra pas bénéficier d'une prime. C'est-à-dire que, par exemple, un pull en coton bio certifié GOTS, mais contenant également des fils métallisés, ne pourra pas percevoir le bonus sur les labels environnementaux. Voilà, donc vous avez toutes les explications pour comprendre pourquoi nous souhaitons limiter la présence de ces éléments dans vos futurs produits. Maintenant, on va parler de positif, puisque oui, il y a du positif aussi dans ce que vous pouvez faire comme action pour rendre votre produit plus facilement recyclable. Donc là, on va aborder les éléments en tant que vous, en tant que concepteur, designer, styliste, acheteur, etc. Vous avez le pouvoir de mettre en place ces éléments qui facilitent le recyclage. Donc, on va les voir. Ça va être des éléments qui facilitent soit une ou plusieurs étapes qui mènent au recyclage. Les étapes, ça va être soit le tri, soit le surtri pour recyclage, la préparation au recyclage et enfin le recyclage. Donc, si vous avez des éléments qui facilitent une ou plusieurs de ces étapes, on va les appeler des facilitateurs au recyclage. Concernant le textile, tout d'abord, au niveau de la fibre, eh bien, effectivement, si le taux d'élastane est inférieur à 5% de la composition matière, ça va faciliter le recyclage de l'étoffe. Et si l'étoffe n'inclut pas, ne comprend pas de fibres métallisées, de la même manière, ça va faciliter son recyclage. Au niveau du produit fini, si le produit est monomatière et qu'il est monocouche, ça va vraiment faciliter son recyclage. Et en plus, s'il est monochrome, là, c'est vraiment le Graal, ça va vraiment grandement optimiser son recyclage. Par ailleurs, si les perturbateurs externes sont regroupés dans la même zone, et également si on a une connaissance, si vous avez une connaissance et que vous communiquez bien la composition exacte de l'étoffe, cela permettra de bien la reconnaître au niveau du surtri et donc de mieux la revaloriser. Au niveau de la chaussure, en ce qui concerne la tige, si elle est monomatière et si elle ne présente pas d'éléments décoratifs, ça va faciliter son recyclage. Si cette tige est en textile, on vous invite à vous référer au facilitateur du textile. En ce qui concerne la semelle, si elle est monomatière et monobloc, ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, si elle ne comprend pas d'éléments décoratifs, Hélène a parlé tout à l'heure des clous sur la semelle, c'est prioritairement à éviter. Et enfin, si la semelle est fixée à la tige avec une colle thermofusible, ça permettra plus facilement de séparer la semelle de la tige pour le recyclage. Et enfin, au niveau du produit fini, toujours pareil, bien connaître et communiquer la composition exacte des matériaux facilite grandement leur revalorisation. Et si le produit est totalement monomatière, là, c'est beaucoup plus facile à recycler ensuite. Un élément important à savoir, c'est qu'à aujourd'hui, le composant qui se recycle le plus facilement, pourrait-on dire, c'est la semelle. Donc, si vous devez travailler et mettre vos efforts, c'est vraiment sur la semelle en priorité. Et là, on va avoir le dernier quiz du jour. Ça va être la question qu'on vous a posée en introduction, à savoir, est-ce que vous pensez avoir sur vous un vêtement ou une paire de chaussures recyclables? Maintenant que vous avez eu toutes ces infos, est-ce que votre réponse a changé? Ou est-ce que vous avez toujours la même réponse, à savoir oui, non, vous ne savez pas? Ou alors peut-être que vous êtes en full paillettes aujourd'hui?
Et là, bon, bah, vous voyez qu'il y a encore de la marge pour avancer. Donc là, je commence à constater en tout cas que vos réponses ont un petit peu changé par rapport au début, mais je laisse le temps à un maximum de personnes de répondre. Je vous laisse encore 5 petites secondes. Le dernier quiz, n'hésitez pas à voter une dernière fois, il n'y a aucun enjeu. Allez, je clôture et cette fois, je vais essayer de vous partager les résultats. Je pense que ça doit à peu près marcher. Donc, vous êtes 88% à penser que oui. Maintenant, vous êtes à peu près sûr de vous. Davantage de personnes à être sûres, en tout cas, d'avoir au moins sur vous une pièce qui puisse un jour être recyclée. Donc, c'est assez positif. Hop, je ferme les résultats. On vous a donné beaucoup d'informations là ce matin. Il est important de rappeler que pour réduire l'impact environnemental de notre industrie, le premier levier, c'est d'allonger la durée de vie de vos produits. Et donc, il s'agit de faire des compromis et des choix. Il faudra toujours privilégier la durabilité avant la recyclabilité pour réduire l'impact environnemental de notre filière. Et pour passer à l'action, vous avez notre plateforme Ecodesign et ses nombreuses fiches. Notamment, vous avez des fiches qui s'appellent Comment concevoir un produit textile ou chaussure plus facilement recyclable. Sur ces fiches, vous aurez une multitude d'informations comme par exemple l'importance de sensibiliser les stylistes, de lister l'ensemble de vos composants ou encore d'opter pour le minimalisme. Et la dernière slide de conclusion, donc on vous en a parlé à plusieurs reprises lors de notre présentation. On a rédigé des guides des bonnes pratiques de conception en vue du recyclage, un guide pour les textiles et un guide pour les chaussures. Ils sont déjà disponibles sur la plateforme Ecodesign. Là, on vous a mis les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller les consulter. C'est un très bon aide-mémo. N'hésitez pas à l'imprimer et à le garder sur votre bureau. Et on va passer maintenant, on sait que vous aimez beaucoup ça. On a 2 témoignages à vous partager, 2 témoignages de Marc, donc un témoignage plutôt textile avec Promode et un témoignage chaussures avec Salomon. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin. Moi, c'est Juliette. Je suis chef de projet RSE et développement durable et je fais aussi partie avec Benjamin du groupe Éco-conception chez Promode qui est composé de plusieurs personnes avec plusieurs métiers, modélistes, stylistes, qualité, RSE. Chez Promode, l'éco-conception, c'est prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit selon 3 axes principaux: renforcer la durabilité dans le temps, faciliter le recyclage et limiter l'impact environnemental, le tout en gardant la fonction d'usage de produit, c'est-à-dire il ne faut pas le dénaturer par rapport à ce qu'il devait être au démarrage. Et on a travaillé ensemble sur une grille d'éco-conception. C'est un fichier Excel dans lequel on va mettre un certain nombre de paramètres, une trentaine, qui nous donnera un score en pourcentage qui viendra nous dire si le produit il est éco-conçu ou s'il est seulement bien pensé et qu'il faut encore chercher d'autres leviers d'éco-conception. On l'a fait à la fois en se regroupant avec plusieurs métiers en interne, mais aussi en allant élargir notre recherche auprès d'autres enseignes. L'objectif de départ, il était un peu multiple, c'était de préparer un petit peu les contraintes réglementaires, de commencer à baisser un petit peu l'impact de nos produits et de découvrir comment on pouvait baisser l'impact. Donc n'hésitez pas à télécharger la grille parce qu'on est aussi là pour vous accompagner et on ira prendre aussi vos bonnes idées. J'espère que ce premier témoignage est inspirant pour vous. Il y a les témoignages, ça c'est les versions courtes, mais on a des versions plus longues qu'on va vous partager. Je vois que Justine les a déjà partagées. On va enchaîner avec le témoignage court de Salomon. Olivier Mouzin, je suis en charge des projets d'économie circulaire pour l'activité chaussures de Salomon. D'éco-conception, j'aurais tendance à dire, c'est toujours réduire l'impact produit. Donc on est toujours à travailler, à conserver des sujets de durabilité, donc de durée de vie produit. Au départ, ça a été de l'intégration de matières recyclées, qui est une première étape qui est très importante et que je dirais entre guillemets facile, mais c'est pas si facile que ça. Et après, tout en conservant ces sujets de durabilité, on a travaillé sur faire que les produits soient recyclables,
et faire que ces produits soient produits localement. Ça nous fait gagner du temps en termes de logistique, mais ça nous fait aussi réduire l'empreinte environnementale, ça crée de l'emploi. La chaussure Index, l'idée de départ du produit, c'était justement faire un produit biodégradable, donc qui derrière va revenir à la nature. Mais on a été confronté à des problématiques de confort, des problématiques de durée de vie. On voulait pas revenir en arrière sur la durée de vie de nos produits. Donc on a réaxé le produit en disant si on fait un produit à base de plastique parce que il dure plus longtemps, on va essayer de faire que ce produit soit recyclable. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à réduire le nombre de matières. Donc on est passé sur une chaussure avec 2 matières localisées à des bons endroits. Et donc, il y a du TPU et du polyester. Et donc, le TPU, nous, on pouvait le recycler dans nos chaussures de ski. Et le polyester, on a travaillé avec une société qui s'appelle Carbios pour essayer de le recycler de manière qualitative pour en refaire un fil et des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que la qualité des vidéos était bonne aussi de votre côté. Dans tous les cas, vous avez la version longue que vous pourrez revoir quand vous le souhaitez. Il faut savoir que notre plateforme EcoDesign, donc c'est le site Refashion dédié au sujet d'éco-conception pour la filière textile, d'habillement, linge de maison, chaussures. Vous avez plusieurs rubriques, comme notre page agenda, où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements passés et à venir. D'ailleurs, restez connectés puisque nous allons bientôt vous annoncer le prochain webinaire sur cette même page. Ensuite, on a une partie éco-veille qui regroupe l'ensemble des informations de la filière, aussi bien des publications externes qu'internes. Les anti-sèches, qui sont les notions clés à connaître sur le sujet de l'éco-conception et de la filière également. Des fiches pratiques à vous de jouer pour vous accompagner étape par étape dans vos stratégies. Et enfin, les témoignages comme celui que vous venez de voir dans la partie « Ils l'ont fait ». Ensuite, nous avons une newsletter. Excusez-moi. La newsletter EcoDesign, donc c'est une newsletter que vous retrouvez tous les 2 mois. Donc on ne va pas vous remplir trop la boîte aux lettres, la boîte mail avec cette newsletter. Mais si les sujets d'éco-conception vous intéressent, c'est une newsletter qui vous apporte l'ensemble des actualités sur le sujet et surtout les événements de la filière et les événements Refashion à venir pour ne rien louper de nos prochains webinaires. Et enfin, un focus sur le sujet de notre webinaire, c'est-à-dire la recyclabilité des produits. Vous avez les fameuses fiches pratiques à vous de jouer dont on a parlé précédemment et également une anti-sèche qui est toute nouvelle sur le sujet de la recyclabilité. Parfait. Voilà, on va clôturer le webinaire sur ce message et on reste à votre disposition évidemment pour l'ensemble de vos questions à venir et on espère que ce webinaire vous a plu. On vous laisse un peu en avance, ça vous permettra de profiter de ces 10 minutes supplémentaires pour avancer sur vos nouveaux projets. On vous souhaite le meilleur pour vos nouvelles collections et l'ensemble de vos projets à venir. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.